Lausanne, New York, un podcast féministe des deux côtés de l'Atlantique. Salut Mélo! Salut Amy! Comment ça va? Ouais, ça va bien et toi? Ça va. Qu'est-ce que tu bois? De l'eau! C'est dimanche après-midi à 6h moins quart. De l'eau. Et toi? Alors moi je suis au thé froid, mais dans un verre à whisky. Ah oui. J'aime beaucoup mon verre à whisky. Voilà, Mélo et moi on avait rendez-vous à 16h30 heure européenne, heure suisse aujourd'hui. Sauf que grand-maman Amy ne sait pas lire une horloge. Vous avez pas changé d'heure, nous on a changé d'heure, donc j'avais une heure d'avance. Ah mais vous avez changé d'heure? Oui, mais c'est de là que ça vient en fait. C'est-à-dire que nous on a changé d'heure la semaine dernière. Donc moi quand je t'ai dit 16h30 dans ma tête. Ah d'accord, mais bah alors tu vois, moi je croyais qu'on changeait d'heure mondialement tous le même soir. Ah mais non en fait. Non, les Américains ne font rien comme tout le monde. Ah ok. C'est d'accord. pour ça que j'avais donc une heure d'avance. J'étais préparée, habillée, pimpée, ready. Et j'avais une heure d'avance. Voilà, enfin. Ouais. À garder en souvenir, hein. Tous les gens qui me connaissent vont être là, Amy en avance. Ok, cool, très bien. C'est un peu hors caractère. Bref, épisode 1. Ouais, épisode 1. Alors, je vais commencer avec l'introduction que nous avons appelée Britney, sa vie, son œuvre. Je vais faire un petit résumé, pas trop rapide quand même parce que c'est sympa. Voilà. Alors, donc Britney, elle est née le 2 décembre 1981 dans l'État du Mississippi aux États-Unis. Sa mère, c'est une ancienne institutrice et son père est ouvrier dans le bâtiment. Elle a un frère aîné qui s'appelle Brian, qui est né en 77, et elle aura une petite sœur, Jamie Lynn, qui naîtra en 1991. Quand Britney a 3 ans, la famille s'installe dans la petite ville de Kentwood en Louisiane. Et ensuite, Amy parlera un petit peu du contexte socio-économique de la Louisiane pour situer un peu l'environnement dans lequel a grandi Britney. Donc quand elle est petite, Britney, elle est très douée pour la danse, pour la gymnastique et pour le chant. Quand elle a 8 ans, sa mère l'emmène à Atlanta pour passer une audition pour le Mickey Mouse Club, d'où elle sera recalée à cause de son jeune âge. Mais elle est remarquée par un producteur qui la recommande à un agent de New York. Et là, elle va passer ses étés suivants à New York pour suivre des cours de danse et de comédie. À 11 ans, elle se présente à nouveau au casting du Mickey Mouse Club et là, elle est sélectionnée. Et elle va animer l'émission avec Christina Aguilera, Ryan Gosling et Justin Timberlake, qui sont tous devenus connus aussi par la suite. En 1994, l'émission s'arrête et Britney, elle retourne en Louisiane pour poursuivre ses études. Et là, se passe 4 ans où elle vit une adolescence qui ressemble à celle de ses camarades de sa ville, quoi. En 1998, Britney elle enregistre une maquette avec une chanson non utilisée de Toni Braxton qu'elle envoie à un grand nombre de maisons de disques. Il y a 3 studios qui la refusent parce qu'à ce moment-là, c'est exactement la période des boys bands et puis des girls bands. Donc, on n'est pas du tout sur une chanteuse seule. Mais le label Jive Records est intéressé. Donc, elle auditionne pour eux, ils la prennent sous contrat et ils demandent un album complet. Et là, elle part pour la Suède où elle va enregistrer la moitié de son premier album entre mars et novembre 1998. En octobre 1998, c'est Baby One More Time qui sort. Et pour la petite histoire, cette chanson, elle avait été refusée par les TLC à l'époque, à qui elle avait été proposée en premier, parce qu'elle voyait dans ce titre en fait un appel à la violence domestique. C'est vrai que les paroles, c'est Hit me baby one more time, hein, bébé frappe-moi encore une fois. Alors bon, après on peut l'interpréter de différentes façons, mais en tout cas, voilà, les TLC l'avaient refusé. Et puis l'album de Britney, le premier album qui s'appelle aussi Baby One More Time, il sort en janvier 1999. Là, Britney, elle commence à faire la tournée des centres commerciaux dans la plupart des grandes villes des États-Unis. Quand on voit les vidéos, c'est assez marrant, mais c'est vrai, elle faisait le tour des malls, quoi. Ouais. Voilà. Et puis, elle fait aussi la première partie des NSYNC. Et là, le single, il se vend à 500 000 exemplaires le premier jour de la sortie, numéro 1 du Billboard pendant 2 semaines. Et puis, le clip est diffusé dès novembre 1998 sur MTV. Et cet album, c'est la meilleure vente d'album pour une artiste adolescente parce qu'il y aura 23 millions d'exemplaires vendus. C'est vraiment beaucoup.
Et puis ensuite, elle part en tournée en juin 99. Ensuite, on va passer assez vite, mais après, elle enchaîne les sorties d'albums. Hein. En 2000, elle sort Oops, I Did It Again avec 20 millions d'exemplaires qui se vendent, 1 300 000 exemplaires qui sont vendus la première semaine de sa sortie. Et d'ailleurs, ce record, il sera battu qu'en 2015 par Adele. Ensuite, en novembre 2001, elle sort son troisième album qui s'appelle Britney. En 2002, il y a son film Crossroads qui sort. Tu sais que je l'ai pas vu ce film à part ça. Tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu. J'ai vu le film des Spice Girls, ça clairement, mais non, j'ai pas vu Crossroads. Pardon, c'est un alors écoute, moi j'étais allée le voir au ciné. Je sais pas si j'ai une vision biaisée, mais moi il me semble qu'il était vachement bien. Ok, donc je regarde. Il doit sûrement être sur une des plateformes de streaming ici. Faudrait que je le regarde. Ouais, en tout cas ouais, j'aimerais bien le revoir parce que je l'ai jamais revu, mais il y avait des sujets assez il y avait des sujets assez graves quand même. Je crois qu'il y avait un viol dedans, ou en tout cas une relation pas hyper consentie, avec une qui est enceinte ou qui a avorté. Enfin, vraiment des trucs... sauf erreur, si ma mémoire me joue pas des tours, c'était pas un truc tout... Mais donc c'est un film dans lequel elle a joué, ou c'est un film genre autobiographique, une espèce de... Non, c'est de la fiction. C'est de la fiction, mais c'est quand même l'histoire d'une fille qui veut être chanteuse, hein, puis son papa il veut pas, puis en fait elle part, enfin voilà. Ok, d'accord. Ouais. Okay. Parce qu'elle chante dedans, il y a ses chansons et tout, hein. D'accord. Okay, donc c'est pas son histoire à elle, mais c'est l'histoire d'une fille qui veut être chanteuse. D'accord. Ouais. Ok. Alors, voilà, donc Crossroads en 2002, après on a le quatrième album en 2003, qui est In The Zone, où il y a Me Against the Music avec Madonna. Et puis en novembre 2004, c'est son premier album Best Of, qui est le Greatest Hits. En 6 ans. En 6 ans. C'est-à-dire 6 ans. 98, 2004, en 6 ans, elle fait un Best Of. Ouais, juste pour exactement. Remettre les choses un peu aussi, et on va en parler plus tard, à quel point c'est quand même... Enfin, c'est un ovni, cette fille. Je veux dire, au niveau du talent, c'est quand même... Ah ouais. Enfin, je veux dire, quand on parle de Britney Spears, et encore maintenant, enfin, spécialement maintenant avec tout ce qui se passe, mais on parle beaucoup de son corps, on parle beaucoup de ses frasques, etc. Enfin, il faut quand même se remettre dans le contexte de le nombre d'albums qu'elle a vendus et le talent incroyable qu'elle a, quoi. Vraiment, et le travail, en fait. Parce que c'est un album par année, il y a les tournées, entre-temps, il y a le tournage des clips, et comme elle danse, enfin, on les voit, ces clips, hein, c'est des chorégraphies de malade, enfin, c'est vraiment... Mais là, du coup, quand sort son best-of, là, elle fait une pause dans sa carrière. Et à ce moment-là, elle l'a dit dans des interviews, elle en avait marre. Ça faisait 6 ans qu'elle faisait ça. Elle avait envie de faire un peu autre chose, de vivre pour elle, quoi. Enfin... Et puis, donc, au printemps 2005, là, elle tourne une télé-réalité avec son mari, Kevin Federline. Ça, d'ailleurs, j'aimerais bien voir. J'ai jamais vu. C'est Britney and Kevin Chaotic. C'est le nom du truc. Tu l'as vu, toi? Non, je l'ai pas vu. Par contre, vu l'année... Alors ici, ils sont très pop culture, les années 90 et tout. J'ai vu une partie, et c'était pas bon, hein, de la télé-réalité de Jessica Simpson. Jessica Simpson. Est-ce que c'était Jessica Simpson? Non, Ashley Simpson. Ah, ok. Je sais plus. Une de ces personnes. C'est pas glorieux, hein. C'est-à-dire que c'est pas... Après, ça reste de la télé-réalité, ça reste de la télé-réalité américaine. C'était pas glorieux. Ah non, c'était pas glorieux. Non, mais tu sais, en faisant ça, j'ai lu des critiques justement. En fait, les gens se sont rendus compte, c'est ce qu'ils disaient, qu'en fait Britney c'était une grosse beauf qui se coiffait pas, qui avait tout le temps les cheveux comme ça, qu'elle parlait de... moi je dis ce que j'ai lu, c'est pas ce que je pense, mais qui disait que c'était une grosse beauf, qui parlait aussi de cul devant la caméra en disant hier soir c'était trop cool avec toi Kevin, des trucs un peu comme ça. Et c'était tellement un contraste entre l'image qu'on avait avant et puis de voir ça, qu'en fait ça, apparemment ça l'a desservi, quoi. Donc Ce qui est quand même hyper drôle par rapport, alors partout, hein, mais aussi spécialement les États-Unis, quand tu les vois, je veux dire, même ici à New York, où les gens sont globalement un peu plus fashion, entre grands guillemets, que dans le reste des États-Unis. Quand tu les vois le week-end, et moi je me mets dans le même temps, hein, c'est-à-dire que moi je mets pas de pantalon le week-end, c'est des pantalons de yoga, tu fais un bun, je vais faire les courses, je mets une casquette parce que mes cheveux sont dégueulasses, etc. Je veux dire, c'est être normal, c'est la normalité aussi, de pas être tout le temps pimpé. Exactement. Je veux dire, c'est très intéressant d'entendre que ça la dessert et qu'il se
qui se foutent un peu de sa gueule, etc., en disant oui, elle sort avec les cheveux comme ci, comme ça, etc. C'est aussi créer des attentes et créer des standards qui sont absolument ridicules, quoi. Je veux dire, enfin, moi j'ai passé 35 minutes ce matin à me mettre de l'eyeliner, je me suis foutue dans les 3 fois, enfin c'était... Je veux dire, enfin, non mais... Enfin, je veux dire, Oui, je bah, me en fait, réveille elle est pas avec comme les nous. cheveux lisses comme ça, c'est ça, c'est Bah non. normal, quoi. En fait, c'était la ça. vie, elle a la même vie que nous. Elle va C'est au ça. supermarché avec les cheveux gras et puis Bah voilà. voilà. Ouais. Et le fait de la Jamais. décrier pour ça, ça reste vraiment quelque chose qui est super malsain à un million de niveaux, finalement. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ça c'est l'émission qui est diffusée de mai à juin 2005. Et puis Britney, là, ben, elle va avoir 2 enfants. Donc, et c'est important, je me souviens qu'elle les avait rapprochés, mais en fait, il faut quand même se dire qu'elle a eu son premier Sean le 14 septembre 2005 et elle a accouché de Jaden le 12 septembre 2006. Donc, ils ont 1 an pile d'écart, ces 2 enfants. Donc, voilà, à 3 mois, quand son premier a eu 3 mois, elle est de nouveau tombée enceinte. Donc, elle a eu 2 enfants dans une période aussi courte. Et là, en fait, c'est la période des frasques de Britney où elle sort en boîte avec Paris Hilton et Lindsay Lohan, où ben voilà, il y a eu des photos d'elle dans des situations où ben, elle est bourrée, enfin voilà, comme tout le monde en fait, hein, comme nous, sauf qu'on n'a pas 15 000 vidéos et caméras sur nous à ce moment-là. Et là, ben, la presse s'en donne à cœur joie et ben, ils la font chuter du piédestal sur lequel les médias l'avaient placée depuis 98. Voilà. Et là, on dit que Britney, elle a pété un plomb en 2007. C'est l'époque où elle s'est rasé les cheveux. Hein. Mais quand on analyse les événements aujourd'hui, en fait, avec le regard d'aujourd'hui, en fait, on réalise un peu que ça ne pouvait pas se passer autrement. Enfin, moi, je me souviens, je regardais les vidéos à l'époque. Ben, Amy, toi, tu vas en parler après. Il y avait un site qui diffusait les vidéos des paparazzi. Moi, je me souviens que je regardais ces vidéos en 2007 sur ce site américain et c'était vraiment choquant. Enfin, comme on a vu dans les reportages, hein, il y avait des centaines de types qui la suivaient, mais tous les jours, en permanence. Et donc voilà, ça, j'en étais déjà consciente, mais par contre, un truc que j'étais pas consciente et que je réalise aujourd'hui, c'est qu'en fait, à cette époque-là, elle était sûrement en pleine dépression postpartum, en fait. Elle avait 2 bébés qui avaient 1 an d'écart. Donc, elle avait un bébé qui venait de naître avec un bébé qui avait 1 an d'écart. De l'autre côté, elle était critiquée et assaillie par la presse qui la traitait de mauvaise mère et de folle tous les 4 matins. Elle est en train de divorcer avec le père des gosses, avec qui ça se passait hyper mal. Et puis, enfin voilà, on verra après. Hein. Comme j'ai dit, tu vas en parler, comment la presse et les paparazzi ont traité Britney à cette époque. Mais en fait, ça ne pouvait pas se passer autrement. Enfin, oui, c'était... Voilà. Et c'est quelque chose dont on parlait pas vraiment à l'époque, hein, mais le concept de santé mentale, et j'ai l'impression que maintenant ça arrive un petit peu plus dans les mœurs, entre guillemets, mais effectivement, j'imagine que déjà elle devait être complètement en dehors de la réalité parce que elle fait ça depuis qu'elle a même une dizaine d'années. Elle a des parents qui sont, on le verra plus tard aussi dans son histoire, mais qui sont complètement dysfonctionnels. Son mariage part en couille, elle a 2 enfants, est-ce qu'elle a des amis ? Enfin, je veux dire, j'ai rien contre Paris Hilton, mais je suis pas sûre que ça soit Paris Hilton qui lui dise écoute, je viens m'occuper de tes 2 gamins de moins de 2 ans et comme ça tu peux aller te faire un spa, te faire un massage, je veux dire. Et je pense que c'est vraiment la conjoncture de tout ça, la solitude, le harcèlement constant, etc., qui font que finalement, ben oui, tu te retrouves avec quelqu'un en 2007 qui se rase la tête, non pas parce qu'elle a craqué, comme on l'a tous pensé. Moi, je l'ai pensé aussi. Je me suis dit, c'est bon, elle nous a pété une durite. Mais juste parce qu'en fait, elle en peut plus et que voilà, et que toi, j'en sais rien, toi, tu vas te raser la tête ou j'en sais rien, tu vas te faire un tatouage sur tout le dos parce que tu pètes un câble. Sauf qu'elle, elle rentre dans le barbershop et il y a 200 personnes derrière elle avec des caméras, quoi. Ouais, vraiment, c'est dramatique. Ouais. Mais bon, là, ça dure pas longtemps, parce que direct, elle est un peu reprise en main, on peut dire. Hein. 2007, la même année, il y a un nouvel album qui sort, qui s'appelle Blackout. En décembre 2008, c'est son 6e album, Circus, qui sort. Et là, aux États-Unis, elle devient la plus jeune artiste féminine à avoir 5 albums qui débarrent à la première place. Et du coup, là, avec ça, elle gagne la place dans le livre des records. Voilà. Et paradoxalement, c'est en 2008 qu'elle est placée sous la tutelle de son père,
qui prend la gestion complète de sa fortune et de sa carrière jusqu'à encore aujourd'hui, hein, comme on le voit dans le reportage Framing Britney Spears. Voilà. Ensuite, mars 2011, 7e album, Femme Fatale. Britney Spears, elle classe 6 de ses 7 albums à la première place aux États-Unis. Et là, elle rejoint Janet Jackson et Mariah Carey au rang des artistes qui ont placé le plus d'albums en tête des ventes dans le pays. En 2013, 8e album, qui s'appelle Britney Jean, sur lequel elle coécrit les 13 titres. Et en 2016, Glory, le dernier album en date. Voilà. Et de 2013 à 2017, Britney, elle était en résidence à Las Vegas où elle faisait plusieurs concerts par semaine. Et c'est des concerts, hein. Je veux dire, les résidences à Las Vegas, c'est des shows à l'américaine, comme on dit, avec les lanceurs de feu, les jongleurs, le trapèze et les fireworks, les feux d'artifice, tous les soirs. C'est Britney, donc elle danse. Enfin, c'est pas Ed Sheeran derrière un piano, tu vois. Enfin, non, Ed Sheeran, non, mais oui. Sans le critiquer du tout, mais c'est que c'est Britney, quoi. Enfin, on sait comment elle danse et tout, donc ouais. Voilà, donc au cours de sa carrière, Britney, elle a remporté plus de 450 récompenses. En 2002, elle est classée la célébrité la plus puissante du monde. Et en décembre 2012, le magazine Forbes, comment on prononce Forbes, il nomme Britney l'artiste féminine la mieux payée de 2012. Et j'aimerais terminer ce petit résumé de sa vie, son œuvre, en évoquant ses performances. Pardon. En évoquant ses performances cultes aux World Music Awards. Je pense que tout le monde, les gens qui sont nés dans les années 90, ils s'en rappellent. En 2000, je les ai regardés encore aujourd'hui, mais franchement, on mettra sur Instagram des morceaux dans les stories, vous verrez, c'est incroyable. En 2000, elle arrive sur scène, je ne sais pas si tu te rappelles, elle est toute en costard noir, elle est toute cachée, un costard noir à paillettes, et elle commence à chanter la reprise, c'est les Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Ok. Et puis tout d'un coup, tu sais, à cette époque, il y a beaucoup de la musique, ça fait tout, des trucs comme ça. Et là, du coup, elle se déshabille et elle est dans une tenue couleur chair. Et là, elle chante Oops, I Did It Again. Ça te dit quelque chose? Ça te dit rien? Pas du tout. Pas du tout. Envoyez-moi ce lien. Ça ne me dit absolument rien du tout, mais ça a l'air fabuleux. Je suis en train de dire que ça a marqué tout le monde. Ok, alors écoute, tu verras, j'ai regardé avant, mais franchement, cette performance, elle est incroyable. Franchement, j'étais comme ça devant mon écran avant. C'est incroyable. Donc, il y a ça. Après, l'année d'après, là, je pense que tu t'en souviens, là, elle fait Slave for You. C'est qu'elle a le python, là. Le serpent, là, ouais. Ouais, elle a le serpent royal, machin. Et puis, en 2003, elle fait l'ouverture avec Christina Aguilera et Madonna. Et là... Le baiser. Le baiser sur le devant de la scène. Ce qui est absolument fabuleux, c'est à quel point ça a choqué partout, mais dans ce pays... Les gens étaient outrés. C'était un truc, mais mon Dieu. Un baiser lesbien. Non, mais c'était... C'était même pas un baiser, c'était un petit bisou, hein, je veux dire. Ouais, c'était vrai, ouais. Mais... Et puis en plus, ils nous ont mis l'insert entre deux de la gueule de Justin. Sur toutes les vidéos. Oui, sur les montages. Il y a Madonna qui embrasse Britney, puis tu vois la gueule de Justin. C'est la définition du seum, hein, vraiment, tu vois. Le seum ou le mec un peu charmé? Ils étaient plus ensemble. Je sais pas. Ouais, mais je sais pas. Ouais, mais ils étaient plus ensemble en tout cas. Mais ouais, je sais pas. Mais oui, non, c'était oui. Mais après, encore une fois, je veux dire, elles font un truc qui... Je veux dire, elles le savent que ça va faire un scandale, ça va faire évidemment. C'est Madonna aussi. Ça va faire un fiasco, bien sûr. Mais en parallèle, le monteur fait quoi? Il filme son axe à elle, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment... C'est vraiment, Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. C'est pas... Non, rien du tout. Mais bon. Voilà, donc voilà. Là, on a vu un petit peu l'histoire de Britney, de son enfance jusqu'à aujourd'hui, hein, plus ou moins. Mais là, maintenant, on repart en arrière. On revient dans les années 90. Et puis, on va regarder un petit peu le contexte social à cette époque-là aux États-Unis avec Amy qui va nous parler de la Louisiane. Oui, de la Louisiane et des statistiques. Non, on mentionnait justement il y a 2 secondes à quel point ce baiser ça avait choqué. Juste pour donner quelques chiffres et remettre un petit peu les choses dans leur contexte sociopolitique et aussi religieux et voir à quel point les États-Unis de ces années-là, ça a impacté Britney, mais pas que, en fait. Au niveau politique, en 98, à la House of Representatives, il y a 54 femmes sur 435, donc c'est 12%.
En 2021, on est à 118, hein, c'est 27%. Donc on n'a pas non plus... on pète pas les records non plus à ce niveau-là. Mais il y a un peu du mieux. Et 9 femmes sur 100 au Sénat, contre 58 en 2021. Donc ça, c'est les 2 chambres qui composent le Congrès, en fait, là où les décisions sont prises aux États-Unis. Donc on voit déjà que les femmes sont vraiment hyper sous-représentées. Et puis au niveau des médias, 98, on est en plein dans ce qu'on appelle l'affaire Lewinsky, du nom de la stagiaire de la Maison-Blanche qui a eu des relations sexuelles avec le président Clinton à l'époque, notamment une ou des fellations sous le bureau ovale. Donc elle a 23 ans, lui en a 49. Et l'affaire sort en premier sur le Drudge Report, ce qui est un petit peu l'ancêtre du blog à scandale. Hein. C'est un peu le closer version 56K. Tu sais, à l'époque où les modems ils faisaient ting ting. Et puis quand tu étais trop longtemps sur MSN, ta maman te disait ah, coupe MSN, il faut que j'appelle grand-maman. Tu vois ce voilà. Donc, on est dans cette époque-là. Hein. Mais donc, l'affaire sort sur ce blog et en 3 ou 4 jours, les médias s'en emparent et ça titre le scandale Monica. Ça titre une stagiaire de la Maison-Blanche a eu des relations sexuelles avec le président des États-Unis, etc. Et en fait, cette gamine de 23 ans qui a effectivement apparemment eu des relations avec le président, hein, ça, elle l'a jamais nié, mais elle devient la cible sur un stand de tir. C'est-à-dire que tout devient à propos d'elle. Toute l'histoire est sa faute, tout est à propos d'elle, on s'intéresse à sa vie à elle, on s'intéresse à pourquoi, comment elle a fait pour triquer le pauvre président Clinton, qui a quand même 26 ans de plus qu'elle. C'est tout à propos. Qui est président des États-Unis. Qui est président des États-Unis. Et je fais juste un petit aparté à ce sujet-là. Au-delà même du statut marital, hein, je veux dire, ça je le laisse de côté. En général, pour une fellation, il faut être 2. Ou alors vous êtes hyper souple, mais ceci n'est pas mon problème, cela ne me regarde pas. Donc le fait est que quand tu es 2 pour faire quel acte qu'il soit en fait finalement, la faute devrait être quand même à moitié partagée. Là en l'occurrence, encore une fois, tous les yeux sont sur elle. Donc ça c'est vraiment la couverture média de l'histoire. Et puis au fur et à mesure dans les jours et les semaines qui passent, la couverture média se tourne aussi sur Hillary, qui était donc qui est toujours d'ailleurs la femme de Bill Clinton à ce moment-là, et en fait qui décortique pourquoi Hillary, quelle est la faute et quelle est la position de Hillary Clinton dans l'infidélité de son mari. C'est-à-dire que voilà, c'est bien connu, hein, ton mec peut pas la garder dans sa poche, mais c'est ta faute, hein, bien entendu, tu as fait quelque chose de mal. Donc on a quand même les médias qui s'attaquent aux 2 femmes de cette histoire, parce que finalement Hillary, bien malgré elle est dans l'histoire aussi. Pendant que, misogynie ambiante à son paroxysme, au plus fort du scandale, parce que ça fait quand même un scandale, mais la popularité de Bill Clinton grimpe à 73%. C'est le plus... Je crois que c'est la plus grande popularité dans l'histoire, il me semble, et c'est en tout cas la plus grande popularité de Clinton dans toute sa présidence qui va durer 8 ans quand même. Et en fait, les explications là autour, c'est que c'est devenu un vrai bonhomme. Non mais c'est ça, c'est-à-dire que les journaux sont là, c'est la masculinité à son paroxysme, et dans les années 98, c'est bien être un gros mâle qui va tromper sa femme, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est quand même abusé et complètement irréel de se dire que les 2 femmes de l'histoire, qui sont clairement les 2 victimes, je veux dire, parce que même si Monica Lewinsky était peut-être consentante, il y avait la différence d'âge, il y avait la différence de statuts sociaux, il y avait le rapport de patron à stagiaire et le rapport de président des États-Unis à... du monde. Kidam, finalement, hein, n'importe qui. Ouais. Et je veux dire, rien que ça... Encore une fois, elle a pu être complètement consentante, mais elle a pu aussi avoir un consentement qui a été un petit peu induit par les circonstances. Et il y a de toute façon la relation de domination quand même là-dedans. Voilà. Et donc la moindre des choses aurait quand même été de parler un petit peu des 2 personnes dans la situation. Mais enfin bref. Donc ça c'est en 98, donc quand Baby One More Time sort. Et en parallèle, le climat religieux et social de l'État de Louisiane, alors là j'ai des chiffres qui sont plus récents, qui sont de 2014, mais qui sont quand même très intéressants, juste pour comprendre dans quoi elle a grandi, en fait, Britney. Et justement, après aussi,
qu'est-ce qui a, j'ai envie de dire, motivé ou pas motivé en fait les décisions qu'elle a prises ou qu'elle n'a pas prises finalement. Et aussi, je pense, à mon avis, pourquoi elle a accepté certaines choses qu'elle n'aurait pas forcément dû accepter. Mais enfin, en 2014, un Américain sur 5 se déclare Roman Catholic, donc catholique, 26% en Louisiane spécifiquement, et 1 sur 4, donc 25% aux États-Unis, 27% en Louisiane spécifiquement, se déclare Christian conservateur, donc évangélical protestant. Donc bon, je ne vais pas passer en détail sur les catholiques, c'est un concept qu'on connaît assez bien en Europe. Juste pour vous donner des petits détails sur les évangéliques protestants de Louisiane spécifiquement, donc qui sont des conservateurs. En 2014, 3% des adultes de Louisiane ont déclaré se tourner vers la science quand il s'agissait de déterminer ce qui était bon versus ce qui était mauvais. 3%, hein. 63% des hommes et 56% des femmes se tournent vers la religion pour la même question, donc qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Et environ 30% seulement déclarent user de leur bon sens. Voilà. 62% des femmes et 65% des hommes pensent que l'avortement devrait être illégal dans tous ou la plupart des cas. 62% des femmes et 68% des hommes s'opposent fermement au mariage entre individus du même sexe. Et 51% des femmes et 60% des hommes pensent que l'homosexualité devrait être découragée. Alors, ça n'a pas forcément de lien hyper direct avec ce dont on est en train de parler maintenant, mais c'est juste pour, encore une fois, vous donner un petit peu le background. En fait, le background, la bulle dans laquelle cette fille a grandi, cette fille évolue. Et puis, en 2014, en Louisiane, 51% des habitants sont des habitantes, donc sont des femmes, mais seulement 16% sont actives en politique. 36% des femmes de Louisiane déclarent avoir eu affaire à de la violence dans le cadre de leurs relations intimes. Donc on ne parle même pas des cas de viol ou d'agression sexuelle par des personnes qu'on ne connaît pas. Et puis, parce que c'est toujours très très sympathique, c'est en 2014 l'État le moins bien classé par rapport aux différences salariales entre hommes et femmes, selon l'American Association of University. Voilà. Donc là, on a un petit peu de contexte. Et puis, j'espère que ça va nous donner des pistes pour la suite. Donc là, on repart un petit peu en arrière. On est en 92. Et Britney a 10 ans. Et en fait, on parle déjà plus de son corps que de son art, en fait, finalement. Et ça va pas s'arranger. Exactement, oui, tout à fait. Donc ouais, c'est très intéressant d'avoir vu exactement ce contexte. Donc là, on est en 92, Britney, elle a 10 ans et elle participe à un concours de chant. C'est un concours entre deux enfants et puis donc ils chantent les deux une chanson et puis après le jury les départage. Et là, Britney, elle fait une performance vraiment extraordinaire. On verra si on peut la mettre, si on peut mettre un petit bout d'audio parce que vraiment sa voix, c'est ouais. On a beaucoup critiqué Britney en disant qu'elle savait pas chanter, mais quand on entend ce bout-là, vraiment, on voit que c'est pas du tout vrai. Et puis donc voilà, donc elle fait cette performance extraordinaire. Et à la fin de la chanson, le type qui a 70 ans, il vient interroger les deux enfants. Et il commence par Britney. Et puis, le premier truc qu'il lui dit « Ah, j'ai remarqué déjà la semaine dernière que tu avais les yeux les plus adorables. » Et après, il lui dit « Tu as un petit copain ?» Et Britney, elle répond « Non, monsieur. » Et puis lui, il dit « Pourquoi pas ?» Et Britney lui dit « Parce qu'ils sont méchants. » Et puis... à 10 ans, hein. 10 ans, ouais. Et lui, il dit, mais tu veux dire que tous les garçons sont méchants? Non, mais moi, je suis pas méchant, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis pas méchant. Et puis là, il lui répond, ça dépend. Et puis alors là, il se tourne vers le petit garçon. Alors, t'as grandi dans une ferme du Missouri? Voilà, ça c'est l'extrait. Ça, c'est l'extrait qu'on voit d'ailleurs dans le reportage du documentaire hein, de Framing Britney Spears. Et donc voilà, donc ce tout petit extrait, il soulève déjà mille et une problématiques qu'on va aborder au fur et à mesure dans le podcast. Mais alors déjà, le statut d'objet des femmes, la différence de traitement garçon-fille, elle clairement, dès l'enfance. Alors, je reviens après, je vais pas plus, mais la différence de traitement garçon-fille dès l'enfance, les petites phrases de sexualisation dès le berceau, l'intérêt porté à la sexualité des filles dès le plus jeune âge, et le fait que tout est rapporté à leur sexualité. Enfin, voilà, cette séquence, elle est
au final hyper emblématique de ce qui se passe pour les femmes artistes. Ça veut dire qu'on leur parle de tout, sauf de leur art. Voilà. Et les femmes en général, hein, même. Oui, mais C'est quoi ton même papa, pas ton que- mari, enfin... Mhm. Moi, j'ai Ouais. vu ça quand j'ai déménagé ici. Hein. C'était, alors oui, effectivement, je suis venue ici sous le visa de quelqu'un d'autre, sous le visa d'un conjoint. Mais c'était vraiment, quand je rencontrais des expats, c'était... alors forcément, tu as la question de sous quel visa t'es, mais il y avait tout de suite cette implication de savoir que ben, forcément, ça aurait pas pu être moi qui avait le visa principal. Et puis Ouais, après, c'était la question de savoir... et donc, du coup, ton mec, il fait quoi? Mais moi, je bosse aussi, en fait, finalement. Enfin, ouais, c'est juste un aparté, mais enfin, finalement, c'est... Ouais. Encore Mais oui, maintenant, c'est on vrai existe que c'est tout par le temps. rapport aux hommes, quoi. Oui, c'est C'est, vrai. Mhm. Exactement. Alors, dans cette vidéo, alors vraiment, Britney, elle est vraiment adorable et je trouve qu'on voit en fait qu'elle comprend pas pourquoi on lui demande si elle a un petit ami parce que, elle a 10 ans, elle est venue pour chanter, elle est toute contente et puis en fait, on lui parle pas de ça. On lui parle de son physique, on lui demande si elle a un petit copain alors qu'elle a 10 ans. Voilà, on le répète, elle a 10 ans. Et qu'au petit garçon en face d'elle, à lui, on lui demande directement, on lui parle directement de lui en fait, et on lui demande où il a grandi et tout. Et ce genre de choses, ça a vraiment des effets sur la construction des enfants. Parce que ça participe à que les femmes, elles se définissent ensuite toujours par rapport à quelqu'un. Tu vois, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que nous, on est des femmes d'eux, on est des mères d'eux, on est des sœurs d'eux, on est des tantes. Alors qu'en fait, les garçons, eux, ils sont des individus individuels, si on peut dire. Eux, ils existent tout seuls. Ils peuvent exister tout seuls par eux-mêmes, en fait. C'est pas des frères d'eux, des sœurs, des maris d'eux. C'est pas du tout la même chose. Et puis, aussi, l'autre point qui est intéressant, c'est que à 10 ans, en fait, on questionne le fait qu'elle n'a pas de petit copain. Enfin... Et puis là aussi, on voit aussi très bien l'injonction à l'hétérosexualité, en fait, parce que elle pourrait aussi très bien avoir une petite copine, hein. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit qu'on lui reproche de ne pas avoir de petit copain, mais 6 ans plus tard, on va lui reprocher exactement l'inverse. Voilà. Donc, il y a plein de choses problématiques dans cet extrait que je vous encourage à aller regarder. On va parler encore de ce Not All Men de feu du présentateur. Alors ça, putain. Alors là, je fais juste une Ah, petite j'ai juré. parenthèse. Pardon, j'ai juré, j'ai dit putain, pardon. Je m'en excuse. Alors là, je vais juste expliquer pour celles et ceux qui sont pas familières avec le concept de Not All Men. Donc ça, c'est la phrase type et bateau, en fait, qu'on se prend dans la gueule à chaque fois que les femmes, en général, englobent les hommes dans une masse pour mettre en avant un comportement problématique et systémique. Genre quand on dit « les hommes, c'est des violeurs », il y a tout le temps quelqu'un qui vient « ouais, mais pas tous les hommes ». Alors, on sait que c'est pas tous les hommes. C'est un truc qu'on peut utiliser pour démontrer un truc qui est systémique, en fait. Donc, ça sert à rien de chaque fois venir nous rabâcher. Oui, mais not all men, nanana. On le sait, on n'est pas complètement demeuré. Mais c'est un truc qui est bien pour pouvoir mettre en avant un système. Voilà. Et il y a aussi le fait qu'on ne sait pas, quand tu dis les hommes sont des violeurs, bien entendu que pas tous les hommes sont des violeurs, mais on ne sait pas lesquels. Ils se promènent pas avec une petite canthère qui dit je vais te violer. Et du coup, le fait est que d'un point de vue simplement purement protectif, bien entendu que tous, c'est être plus safe que aucun finalement. Donc c'est pas accuser tout le monde, c'est pas dire, c'est pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est juste faire une, j'ai même pas envie de dire faire une généralité parce que c'est même pas ça. C'est une figure de style qui dit que de manière générale, il faut faire attention. Voilà, c'est ça. Puis ouais. Puis il y a aussi cette phrase que les féministes ont sortie, comme tu dis, c'est pas tous les hommes, mais suffisamment pour qu'on ait toute peur. Voilà, c'est ça. Voilà. Pas tous les hommes, mais toutes les femmes. Voilà, ça aussi. Exactement. Ouais, vraiment. Donc, Vraiment. Mm-hmm. Et puis, en fait, ce qui est aussi assez fou avec ce Not All Men, bon, on va pas trop digresser, mais c'est que, en fait, les gens, ils sont beaucoup plus pressés de venir dire « oui, mais pas tous les hommes », plutôt que d'aller montrer de l'empathie pour les victimes des comportements qu'on dénonce. Hein? Là, il y a du monde pour venir, mais pour aller montrer de l'empathie, beaucoup moins. Et par contre, quand on dit « ah, mais tous les hommes ont des pulsions sexuelles irrépressibles », alors là,
Ils sont plus là, les Notolmen. Hein. Alors là, tout le monde est d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ah oui, tout à fait. Non, mais... Ouais. Voilà. Donc, pour en revenir à son Notolmen de feu de ce présentateur, c'est que quand même, donc Britney qui a 10 ans, qui parle de son expérience personnelle, qui selon elle, les garçons sont méchants, le type qui a 70 ans, il supporte même pas qu'une enfant de 10 ans puisse dire ça. Il est obligé de ramener la question à lui en disant « Ouais, mais moi je suis pas méchant, hein, moi !» Enfin, je sais pas, c'est tellement fatigué. Donc, en plus d'invalider le ressenti de Britney à ce moment, en disant que ce qu'elle dit c'est faux, on peut quand même aussi se demander ça veut dire quoi alors. Bah alors lui il est pas méchant, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut aussi être son petit ami? Ouais. Je sais pas. Non, c'est super problématique. Enfin, moi, j'ai vu cet extrait pour la première fois dans le reportage et honnêtement, ça m'a fait gueuler, quoi. C'était vraiment... Non, mais en fait, le problème, c'est que c'est exactement ce que tu viens d'expliquer super bien, c'est que c'est un extrait qui dure quoi, 20 secondes et il y a 1 million de choses qui vont pas. Vraiment, parce que oui, ça dure 20 secondes. C'est ça. Et c'est une petite capsule qui englobe absolument tout ce qui va pas, en fait, finalement. Et c'est vraiment... Ouais, c'est ce qu'on disait avant. Elle a 10 ans, on lui parle de sa vie, on lui parle de ses yeux, on lui parle de son potentiel petit ami, on lui parle pas de son art, quoi. Et c'est vraiment... ça va vraiment être aussi vu après dans les médias. Elle devient vraiment... Dès 98, en fait, dès la sortie de son premier single, les médias, lui, tombent dessus. Elle est partout. On commence par parler d'elle, c'est la Perfect Girl Next Door, elle est fantastique, c'est une star, etc. Ensuite, on l'analyse, on l'épie, on regarde comment elle vit, avec qui elle sort, on parle de sa virginité, son succès, son argent. On parle de tout sauf de son talent, finalement. Les médias jouent à fond sur la dualité, c'est une pute, c'est une pute ou une sainte nitouche, c'est un ange, c'est un démon. Enfin, ça devient vraiment très obsessionnel. Et en fait, c'est là aussi où ça commence justement dans les médias à titrer des choses comme un des premiers articles qui sort en 99 dans le Rolling Stone magazine, plongeant dans l'esprit, entre parenthèses, et la chambre à coucher de la reine des... America Teen Queen, de la reine des teens américaines, quoi, de la reine des adolescentes américaines, finalement. En 2000, Cosmo titre Un coup d'œil dans son journal intime, où elle a d'ailleurs photoshopé, mais à l'extrême, ce qui est un sujet pour un autre épisode. Hein. Mais on la montre, c'est pas elle, je veux dire, elle est tellement photoshopée, c'est pas elle. En octobre 2005, dans Elle, on parle du coup de sa maternité, de ses confidences sur sa libido, sur son mariage, etc. Et puis ensuite, finalement, on ferme la boucle en 2008 avec les Rolling Stones, de nouveau, qui là ne perdent pas le nord. Donc, qui avait commencé par titrer, voilà, c'était la reine des adolescentes, des stars adolescentes. Et là, il titre dans Britney Spears Inside an American Tragedy. Donc, Britney Spears à l'intérieur de la tragédie américaine. Et c'est vraiment problématique parce qu'elle est partout, donc elle est familière, donc on la connaît, donc on peut se permettre de la juger en fait. Elle tombe dans le domaine public. On juge son apparence, on juge ce qu'elle fait, on juge ce qu'elle fait pas aussi, hein, de son corps, de sa vie, etc. On juge sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie sexuelle, sa vie familiale, on la juge en tant que mère. C'est vraiment une dépersonnification à l'extrême qui... Et en fait, ça en devient dangereux pour elle par rapport à ce que tu disais un peu plus tôt, par rapport à sa santé mentale, etc. Ça devient un gros titre de journal et c'est plus une personne en fait. Les paparazzi la suivent, c'est H24. Ils vendent une photo d'elle entre $250 et $10 000 l'image. C'est quand même impressionnant. Dans un article du blog entrepreneur.com de 2008, ils expliquent que Britney elle constitue 30% des revenus d'une agence de photos qui s'appelle X17, qui déclarait à ce moment-là en 2008 donc avoir gagné $2,5 millions grâce à la vente de ses photos. Je veux dire, c'est pas vivable. Et du coup, très logiquement, en 2007, elle pète un câble. Elle est suivie de nouveau par une horde de paparazzi qui, on le voit aussi dans ce reportage, sont majoritairement masculins, ces paparazzi. Il n'y a quasi que des hommes. Hein. Quasi que des hommes. Et donc elle rentre dans un barbershop et elle se rase la tête. Et puis quelques semaines après, il y a cette super
fameuse scène où elle défonce la voiture du paparazzi à coups de parapluie, en fait. Et moi, c'est vrai que c'est fâcheux, mais sur le coup, je me suis dit, elle a pété un câble, c'est dommage, elle a craqué, elle avait trop d'argent, pauvre petite fille riche, enfin, vraiment, tous les... Non, mais c'est ça, tous les jugements horribles qui vont avec. Et puis, il y a quelques mois, j'ai regardé le documentaire Flaming Britney, et c'est vrai que, en voyant ce documentaire, j'ai eu personnellement envie de reprendre ce même parapluie et d'aller défoncer la gueule du paparazzo. Enfin, moi, j'aurais pas visé la voiture, hein, personnellement, mais... Dans cet extrait, si vous n'avez pas vu le reportage, donc le reportage donne la parole à un moment à Daniel Ramos, donc, qui est ce fameux paparazzo, et dans une discussion complètement mais aberrante avec la journaliste, en fait, elle lui pose la question, elle lui dit, mais vous êtes jamais rendu compte qu'elle voulait que vous lui lâchiez la grappe, hein, finalement. Et donc le mec répond, elle a jamais dit clairement qu'on voulait qu'on la laisse tranquille. Ce qui est complètement faux, on l'entend dans une autre partie du reportage, un peu avant, un peu après, qu'elle dit leave me alone plusieurs fois. Elle dit j'ai peur, ou elle apporte laissez-moi tranquille. Bon, la journaliste lui répond, lui dit mais même les fois où elle vous a demandé de la laisser tranquille. Et donc là, il a cette réponse qui est vraiment typique de tellement de choses qu'on vit aussi en tant que femme tous les jours. Il dit oui, il y a eu des moments où elle disait de nous laisser où elle nous demandait de la laisser tranquille, mais nous on pensait que c'était pour la journée, hein. Elle a jamais dit pour toujours. Si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vraiment, moi, vraiment cette façon un peu ce petit soin de fin quand il dit si vous voyez ce que je veux dire. J'ai vraiment eu envie de lui dire non, Gérard, on ne voit pas ce que tu veux dire. Non, mais je veux dire, cette pauvre fille, vous dites 250 fois de lui foutre la paix, et non. Et en fait, on voit donc ce qui a mené, la situation qui a mené à cette histoire du parapluie. Elle va chez son ex pour voir ses enfants, donc elle est toujours suivie par les paparazzi. Il l'envoie bouler, elle ne peut pas voir ses enfants. Il retourne, elle, sa copine qui l'a conduit, et les paparazzi retournent dans une station-service. À ce moment-là, ce fameux Daniel Ramos, l'approche. Il est accompagné d'un journaliste de ce fameux blog, ce fameux journal X17, qui la bombarde dans sa voiture de photos avec le flash. Enfin, c'est extrêmement violent. Daniel Ramos s'approche et lui dit comment ça va, Britney? On est inquiet pour vous. Non, si vous étiez inquiet pour elle, vous lui lâcheriez la grappe. Enfin, clairement, vous savez ce qui est en train de se passer. Vous avez vu qu'elle n'a pas pu voir ses enfants, qu'elle est sûrement en détresse. Vous n'êtes pas inquiet? On la voit repartir, elle retourne faire un essai, essayer de voir ses enfants. On lui ferme de nouveau la porte au nez, elle retourne à c'est un parking d'un magasin, c'est un 7-Eleven ou un truc du genre. Et en fait, il va vers elle et il lui dit tout ce que je vais faire, c'est de poser quelques questions et ensuite je partirai. Sur un ton qui est hyper patronizing, c'est vraiment tragique. Et en fait, après, elle pète un câble, elle prend le parapluie et elle lui défonce sa voiture. C'était pas comme on nous l'a montré pendant des années. Britney qui tout d'un coup prend un parapluie et défonce une voiture sans raison. Je veux dire, il y a eu une construction jusque-là. Ils l'ont suivi de droite, de gauche. Ils ont été là, l'interpeller alors qu'elle voulait juste être tranquille plusieurs fois, etc. Puis ils étaient petits, ces enfants, hein. En plus, là, on voit, 2007, ils avaient 1 an, hein. Ils avaient 1 an, ouais. Et donc voilà, elle était, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, elle était probablement encore dans psychologiquement très faible, finalement. Et j'aimerais faire vraiment 2 parallèles rapides avec cette dernière phrase quand il va vers elle et qui prend cette voix vraiment très mielleuse, très douce, en lui disant « Tout ce que je vais faire, c'est de poser quelques questions et ensuite je partirai. » Il se place en position de force, il lui laisse pas le choix. Il va pas vers elle en lui demandant « Est-ce que je peux te poser quelques questions? Est-ce que je peux te parler ?» Il va vers elle et lui dit « Je vais te poser quelques questions. » Donc il est en position de force. Elle va pas se défendre. Elle va pas se défendre de 1 parce qu'elle fait 50 kilos, qu'elle est entourée par 2 mecs et que finalement la moindre de ses réactions, elle prend une réaction de défense. Elle défonce la voiture, on la fait passer pour une hystérique. Donc ils savent aussi qu'elle va pas se défendre. Elle n'a jamais pu se défendre de rien en plus. C'est ça, c'est ça. Enfin, elle a été conditionnée toute sa vie à répondre avec le sourire. Hein. Oui, exactement. Tout le temps. Donc, je veux dire, ils ont tous les droits, elle en a aucun. Et ça, moi, ça me fait penser au harcèlement de rue. Ça me fait penser à, t'es une femme, tu marches dans la rue et on vient, en position de force, te donner, tu es jolie. Joli cul, joli sourire, joli ci, joli ça. C'est une position de force, on n'a rien demandé. On n'a pas de moyen de se défendre, parce qu'encore une fois, tu vas pas te retourner et mettre un pain dans la gueule à un type. Clairement, moi, ça me traverse l'esprit à chaque fois que je sors de chez moi. Mais on va pas le faire. Enfin, je veux dire, non, mais tu vas pas le faire, c'est pas... Ah non. Voilà.
Donc ça, c'est le premier parallèle. Et le deuxième parallèle qu'on a déjà fait, c'est vraiment ce côté par rapport à sa santé mentale où ils ignorent l'impact de leurs actions. C'est du bullying, en fait, c'est du harcèlement. Et pour clore ce chapitre aussi, pour voir aussi à quel point, finalement, ils n'avaient aucun respect pour elle. Il va vers elle, il lui dit « Je m'inquiète, ils n'avaient aucun respect pour elle. » Il dit cette phrase, il lui dit à la journaliste, donc à la fin de ce reportage, « It wasn't a good night for her, but it was a good night for us because it was a money shot. » Donc il lui dit à la journaliste, c'était pas une bonne nuit pour elle, la nuit du parapluie, c'était pas une bonne nuit pour elle, mais c'était une bonne nuit pour nous parce que le shot, la photo qu'on a pris en fait de cette situation, la photo, la vidéo, c'était du fric finalement. Et cette façon d'idolâtrer cette personne, ça crée des attentes de la part de tout le monde et de nous aussi, hein, qui sommes clients en fait de ces photos, je veux dire d'acheter les magazines, d'aller cliquer sur les sites People, etc. On lui dit il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Malheureusement, le être comme ci, être comme ça change en fonction de qui dicte comment elle doit être. Et en fait, elle n'a pas de temps mort. Elle est tout le temps sur l'œil de tout le monde. Et en fait, les gens donnent leur avis, ils créent des attentes. Et ça crée des attentes sur des sujets qui ne lui concernent absolument pas, comme sa virginité, hein, par exemple. Ouais, exactement, ouais. Justement, là maintenant, on va parler de sa virginité, mais tu vois, là, de ce que tu dis aussi avec les paparazzi, et c'est la même chose avec son père, et en fait, ça a été aussi mis en évidence, mais en fait, Britney, elle a été comment dire, la poule aux œufs d'or, en fait. Enfin, les hommes, en fait, se sont fait de la thune sur son dos tout au long de sa vie. Absolument. Tout le temps. Son père, là, qui lui pompe son fric depuis 2008, les paparazzi, Justine, un petit peu. Non, mais on va lui faire Justine, hein, mais on va y arriver. On va lui faire sa fête après, à celui-ci. Mais... On va lui faire sa fête. Non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, ces femmes artistes, au final, on le voit aussi avec Taylor Swift, hein, avec tous les problèmes qu'elle a eu avec ses sons, ses chansons. Ouais. C'est que elle cristallise assez bien le fonctionnement de la société patriarcale. C'est que vraiment, en fait, leur travail leur est pompé, leur argent leur est volé. Voilà, et en fait, même si elles sont tout en haut, parce que vraiment Britney à cette époque-là, c'était vraiment la star. Enfin, dans les années, à la fin des années 90, début des années 2000, c'était, voilà, il y avait Michael Jackson, il y avait Britney, enfin, il y avait Madonna aussi et tout comme ça, mais on voit que, et la même chose pour Taylor Swift, parce que Taylor Swift, c'est un peu la Britney, mais des années 2010. Pas exactement la même chose, mais au niveau du pouvoir. Et en fait, c'est des femmes qui sont hyper... qui ont beaucoup de pouvoir, mais qu'en fait, quand on regarde vraiment, dans la situation, en fait, elles n'en ont pas. Non, c'est des marionnettes. Ouais, vraiment. Ouais. Donc voilà, ça c'était, je voulais dire ça pour aussi sur ton chapitre. Mais oui. Et puis, on va parler maintenant, comme tu l'as dit, de la virginité de Britney Spears. Qui de base, ça ne devrait déjà pas être un sujet. Non, absolument pas. Pardon, vas-y. Moi, ça, c'est un truc qui me... Enfin, voilà, ça revient à ce qu'on disait avant, où finalement, tout le monde lui parle de tout sauf de son art. Enfin, exactement. Ses fesses, le soir ou le week-end, je vois pas le rapport avec... Enfin, bref, vas-y, continue. Avec la chanson, hein. Non, mais c'est... Donc, alors, c'était un vrai truc pour ceux qui sont nés dans les années 90, vous devez vous en souvenir, que c'était un méga truc, la virginité de Britney, c'était dans toutes les unes, tout le monde en parlait, mais est-ce qu'elle est vierge, est-ce qu'elle va rester vierge, blablabla. Alors, au début de sa carrière, quand elle avait 15-16 ans à peu près, Britney, elle a annoncé qu'elle voulait rester vierge jusqu'au mariage. Comme on l'a vu avec ce que tu as dit avant, c'est complètement compréhensible quand on sait dans le milieu dans lequel elle a grandi, dans la Louisiane des années 90, où il y a aussi le puritanisme des États-Unis avec les cathos qui ont bien fait tout leur boulot de fond et tout machin. Ok. À 15-16 ans, la plupart des ados, on répète ce qu'on a toujours entendu autour de nous, hein, donc logique. Donc voilà, Britney, elle arrive, je veux rester vierge jusqu'au mariage, ok, pas de souci. Sauf qu'après, bien sûr, elle va grandir. Elle a rencontré Justine. Et là, elle a aussi un petit peu eu envie de toucher ses abdos, hein, Justine. Et franchement, on va pas lui lancer la pierre. Qui n'aurait pas eu envie de faire la même chose. Donc voilà, donc elle est devenue adulte. Elle a changé d'avis.
Mais apparemment, dans ce monde, une fois que tu as dit un truc, tu n'as plus jamais le droit de changer d'avis. Donc, elle avait dit à 15 ans qu'elle voulait rester vierge jusqu'au mariage. Donc, elle n'avait pas le droit de coucher avant de se marier. Voilà. Et là, c'est vraiment devenu une obsession de la presse. En préparant l'épisode, j'ai regardé une interview et je te jure, tu as envie de lancer l'ordi en bas à la fenêtre. Donc, elle est en conférence de presse et on lui demande, mais alors vraiment dans le plus grand des calmes, si elle est toujours vierge. Ah oui, non, bien sûr. Et regardez ça aujourd'hui, donc après MeToo, tout ce qu'on a vu ces dernières années, ça pique vraiment de regarder ça. Et je me rappelle que ça me choquait pas plus que ça quand j'avais 12 ans, mais alors aujourd'hui, tu regardes ce truc et en fait, tu la vois répondre. Elle répond tellement gentiment, elle sourit. Et puis, alors qu'aujourd'hui, franchement, tu les défonces, hein. Ils te disent un truc comme ça. Mais à l'époque, elle sourit, elle dit, et elle répond en disant qu'elle aimerait bien pouvoir retirer ce qu'elle a dit quand elle était plus jeune et que maintenant elle a grandi. Mais la journaliste insiste et puis elle lui dit « Ah, alors c'est quelque chose qui a changé donc !» Et puis là, tout le monde rigole. Britney rigole aussi. Et là, elle dit « Mais c'est une question personnelle. » Et puis du coup, elle répond pas. Mais voilà. C'est un truc, on dirait que c'est une autre galaxie. Le problème qu'il y a, si je peux te couper 2 secondes, le problème qu'il y a, et j'aimerais vraiment qu'on fasse aussi un article là-dessus sur l'éducation sexuelle en général et spécialement aux États-Unis, où c'est un gros problème. Le problème de beaucoup de cas, et je parle de ça en 2021, donc Dieu sait en 2002 comment c'était, il y a énormément d'États dans ce pays, au jour d'aujourd'hui, donc en 2021, qui prônent l'abstinence comme meilleur moyen de contraception, ce qui est pas faux. Ah, ouais, c'est-à-dire que c'est pas faux, c'est le seul moyen de contraception qui te garantit en 100%. Quoique ça n'a pas vraiment marché pour Marie, tu me diras. C'est vrai, c'est pas faux. Voilà. Non mais c'est vrai. Non mais ce que je veux dire par là, ce qui est assez tragique, c'est que quand je dis que ils en parlent, c'est pas qu'ils le prônent en disant le meilleur moyen de contraception, le moyen de contraception le plus efficace, c'est l'abstinence. C'est que c'est le seul. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on parle pas des autres. On parle pas du préservatif, on parle pas de la pilule. Et donc, en fait, je pense, à mon avis, qu'à l'époque, sa virginité, c'était tellement important. C'est parce qu'en fait, elle cristallisait ce code de bonne conduite des républicains, des conservateurs, etc., qui était que apprenons à nos enfants à ne pas faire l'amour plutôt qu'à se protéger. Et les statistiques ici des grossesses adolescentes suivant les États, c'est through the roof, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais c'est vraiment ce problème de la virginité, l'abstinence, c'est le seul moyen. Et c'est très connoté religieux, hein, mais je pense que c'est important de se rendre compte, ça n'excuse pas et ça ne devrait pas être un sujet, mais je pense qu'à l'époque, c'était une aubaine pour ces gens conservateurs d'avoir cette fille comme ça qui dit clairement qu'elle... Qui promeut leurs valeurs, en fait. C'est ça. En plus, c'est une star mondiale qui fait du spreading de cette philosophie de vie, on va dire. Ouais. Après, il y a l'autre problème de fait que voilà, tu peux changer d'avis, et puis encore une fois, enfin, je veux dire, votre philosophie de vie malsaine, enfin, gardez-les chez vous, quoi. Enfin, voilà, mais bon. Clairement, C'est, justement, on va parler, avant de continuer sur ce sujet-là avec Britney, on va parler de la virginité en règle générale. Alors, je vais vous annoncer quelque chose pour celles et ceux qui ne le savent pas encore. Moi, ça fait pas longtemps que je le sais. Je l'avais lu sur Twitter il y a genre 1 an, je pense, 2 ans. C'est qu'en fait, la virginité féminine n'existe pas. C'est une construction sociale qui a été faite par la société patriarcale pour, attention, contrôler le corps des femmes. Comme c'est... Surprise. On ne l'a pas vu venir, celle-ci. Comme c'est inédit. Non, mais... Donc, là, je vais citer un médecin, c'est Martin Winkler, qui est assez connu d'ailleurs. Il nous dit donc que l'hymen n'a pas de fonction biologique connue. Donc, l'aspect et la taille de l'hymen changent avec la croissance, au point qu'il a d'ailleurs le plus souvent disparu complètement à la puberté. Parce qu'il est constitué d'un tissu souple qui est dénué de fibres sensitives et de vaisseaux sanguins, et donc il est peu susceptible de saigner. D'ailleurs, il n'y a aucune preuve scientifique que la rupture de l'hymen fait mal ou fait saigner. Et ça... Cerveau des hommes cis, finalement. Pardon.
Excuse, je suis horrible. Mais on le fait aussi à un certain âge, il n'est pas hyper énervé, enfin je sais pas, j'y vois un parallèle, peut-être qu'il y a un truc à creuser. Pardon. Tu remarques que je te coupe la parole que pour dire des âneries, hein, finalement. Oui, mais c'est ça qui est drôle. Pardon. Oui, alors oui. Et puis, donc, Je vais perdre le fil. Je suis désolée. Non, alors non, c'est bon. Alors attends, j'en étais où? Oui. Donc c'est ce qui explique. Oh non. Donc en fait, le fait que ça ne puisse pas saigner ou pas faire mal non plus, ça explique qu'il peut être modifié sans douleur ni autres symptômes chez les petites filles pendant les activités courantes dans la vie de tous les jours, la course, le saut à la corde, chez les adolescentes et chez les femmes adultes, par l'utilisation de tampons ou d'une coupe menstruelle ou aussi par la masturbation. Voilà. Donc, si le premier rapport sexuel peut faire mal et ou saigner, c'est probablement pas à cause de cette rupture de l'hymen, mais c'est plutôt à cause du stress, de l'inexpérimentation, d'un manque de lubrification, ou parce que les hommes se cultivent sur YouPorn. C'est très pas la calmement. meilleure manière pour apprendre à baiser. Donc voilà, donc prenons-en note une bonne fois pour toutes. La virginité féminine n'existe pas. Ça pourrait être le sous-titre de cet épisode. De cet épisode, la virginité féminine n'existe pas. Et aussi, dernier point, c'est quand même attribuer un bien grand pouvoir au pénis, hein, de penser que seul le pénis peut prendre la virginité ou rompre l'hymen d'une femme. Non mais il faut quand même qu'on réfléchisse là-dessus quand même. Enfin, toute l'idéologie qu'il y a là derrière et tout. Puis, comme je l'ai dit juste en dessus, enfin, les jeunes filles et les femmes, elles ont une vie aussi avant de coucher avec un homme. Donc, il y a un livre excellent de Maya Mazoret à ce sujet. Levez la tête, sortir du trou, si vous ne l'avez pas lu, c'est qui parle justement de ça, finalement, de l'importance que la société donne au pénis, finalement. Et ouais, petit aparté. Très bonne recommandation d'ailleurs à lire ce livre. On le mettra aussi dans les recommandations de l'épisode. Donc voilà, cette petite parenthèse sur la virginité féminine faite. On en revient à Britney. Donc Britney, elle représentait le paroxysme en fait des injonctions paradoxales que la société fait aux femmes en permanence. La pureté, la sainteté, mais en même temps une disponibilité pour les hommes, une image hyper sexualisée. Britney, elle peut danser à moitié nue et là, ça dérange personne. Par contre, il ne faudrait pas qu'elle commence à avoir des relations sexuelles parce que là, le monde arrêterait de tourner et c'est là qu'on voit que c'est complètement dingue en fait. Et pour parler de ça, faire le parallèle avec les hommes, moi j'ai jamais entendu qu'on a parlé de la virginité de Justin Timberlake ou plus récemment Justin Bieber. Pour les hommes, c'est clairement c'est un non-sujet. C'est un truc qui n'existe pas et en plus tout le monde s'en fout. Donc on voit bien que c'est là encore bien sûr un outil de contrôle de la société sur le corps des femmes, quoi. Deux salles, deux ambiances. Exactement. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est les doubles standards. On en a parlé, on va en reparler, les doubles standards, ouais. Exactement. Donc, comme je suis sur Justin, là, en ce moment, donc, on a fait le tour sur la virginité de Britney. Et là, on va en venir à Justin Timberlake. Il est temps qu'on l'enlève de son petit piédestal sur lequel on l'a mis depuis bien trop longtemps, ce jeune homme. Donc, on ne remet pas en cause son talent, évidemment. Mais je crois qu'il est important qu'on questionne la manière dont il a acquis cette renommée internationale et la place à laquelle il est aujourd'hui, quand même. Ouais. Alors, à l'époque, c'est le chanteur des NSYNC, qui est un boys band des années 90. Et alors, après, j'ai réfléchi comme ça en 2-3 mots. Hein. Il m'en manque probablement, mais il me semble qu'à part Robbie Williams, et encore, il n'y a pas beaucoup de chanteurs des boys bands des années 90 qui ont fait des carrières fulgurantes. Matt Pokora. Mais déjà, c'est pas les années 90, et puis... je suis horrible, non, je sais pas. Ouais, c'est vrai, il y a Matt Pokora. Non, bah, fulgurant, hein, faut le dire vite, hein. Fulgurant, pardon. Non, je suis horrible. Pardon, je m'excuse publiquement. Mais non. Envers tous les fans de Matt Pokora. Non, mais moi, j'adore Matt Pokora. Non, j'adore. J'aime bien ses chansons. Bref, Parce on que n'est pas là.
On n'est pas là pour juger. Pardon. Si. Moi, je suis... Oui, bien sûr. Moi, j'ai une chaise, je suis là pour juger. Bien sûr, on est là pour juger. Donc voilà, donc c'était pour dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de chanteur des années 90 qui est devenu une star mondialement connue. Et moi, j'ai quand même mon petit doigt qui me dit que si Justin, il n'avait pas été en couple avec Britney, je pense qu'aujourd'hui, il serait quand même en train d'élever des vaches dans le Tennessee. Hein. Je ne suis pas sûre qu'il serait là où il en est actuellement. Parce que ses petits copains d'NSYNC, c'est pas où ils sont. Hein. Non, mais eux non plus, je pense, mais oui. non, mais c'est vrai, je sais même plus la tête qu'ils avaient, moi, les NSYNC. Hein. Non. Je sais même pas leur prénom en plus, tu vois. Non. Alors voilà, donc Britney et Justin sortent ensemble en 98 et 2002, et c'est exactement les années où Britney elle est à son apogée. Et ils se séparent en 2002, et là, Justin sort son premier Cry Me a River, qui va lui assurer la renommée internationale en participant à faire tomber Britney du trône sur lequel elle était depuis plusieurs années. Et ça me fait exactement penser à ce que tu as dit avec Bill Clinton, c'est que vraiment dans ces années-là, les mecs, en fait, ils jouent à saute-mouton avec les meufs, c'est-à-dire qu'ils les enfoncent comme ça pour eux monter et les meufs, elles descendent. C'est typique, c'est les deux exactement la même chose. Ouais. Et donc du coup là, je vais faire une petite traduction. Ça c'est mon truc fétiche que j'adore faire dans la vie. C'est traduire des paroles en anglais en français. Mais là, ils vont chanter Cry Me a River. Non, alors non. Oh. Parce que les anglophones ou comme ça, ils comprennent immédiatement les paroles. Mais nous, en fait, on ne sait pas vraiment si tu t'intéresses pas ou quoi. Donc, dans Cry Me a River, Justin, il se donne vraiment le beau rôle. Donc, on replace tout ça dans le contexte qu'on vient de voir. Tout le monde est obsédé par la virginité de Britney. C'est une jeune femme modèle à qui les petites filles veulent ressembler. Les parents sont rassurés parce que c'est un rôle modèle parfait, blablabla. Justin arrive avec Cry Me a River. Donc, alors je vais aller vite. Ça commence avec « Tu étais mon soleil, tu étais ma terre, mais tu ne connaissais pas toutes les façons que j'avais de t'aimer. » L'homme très romantique, hein, avec cette pauvre fille en face qui ne sait pas ce qu'elle a. Alors, tu as saisi ta chance et tu as fait d'autres plans. Mais je parie que tu ne pensais pas qu'ils allaient tous s'effondrer. Tu n'as pas besoin de me dire ce que tu as fait. Je le sais déjà. Je l'ai appris de lui. Maintenant, il n'y a plus aucune chance que toi et moi, on se remette ensemble. Ça ne te rend pas triste ? Tu me disais que tu m'aimais, pourquoi m'as-tu laissé tout seul ? Maintenant, tu me dis que tu as besoin de moi quand tu m'appelles au téléphone. Girl, je refuse. Tu dois me confondre avec un autre gars. Les ponts ont été brûlés, maintenant, c'est à ton tour de pleurer. Cry me a river, cry me a river, cry me a river. Hein, voilà, ok, pleure-moi une rivière. Qui est une expression en anglais qui, pour se moquer de quelqu'un, c'est genre continue de pleurer. Voilà. En français, très charmant, tu dirais pleure, tu pisseras moins, finalement. Ouais. Voilà. D'ailleurs, ça aurait été vachement moins pleure, c'est ce que tu pisseras moins. Je suis pas sûre que ça aurait marché autant bien. Oh, puis, traduction. C'était bien que ça soit en anglais au final. Et après, dans le deuxième refrain, il dit, dans le deuxième couplet, tu sais, on dit qu'il y a des choses qu'il vaut mieux de pas dire. C'est pas comme si t'avais fait que de parler avec lui. Et tu le sais. N'agis pas comme si tu le savais pas. Toutes ces choses que les gens m'ont dites continuent de m'embrouiller la tête. T'aurais dû choisir l'honnêteté, comme ça, t'aurais peut-être pas tout gâché. Voilà, donc quand même, si tout ça c'est dit dans un clip qui fait figurer donc un sosie mais complet de Britney, hein, qui est habillée par elle, qui est blonde comme elle, qui a le même béret qu'elle portait à l'époque, tout, enfin voilà, si on n'a pas compris le message, c'est qu'on est vraiment con. Donc là, on apprend avec ce clip et cette chanson que Britney, non seulement elle couche, mais en plus elle couche avec plein de mecs, puis en plus elle est infidèle, enfin, en plus Justin il est tellement gentil et merveilleux, puis elle c'est une grosse connasse qui va chercher plein d'hommes avec qui parler, enfin vraiment, dans cette chanson il la dépeint vraiment comme un affreux personnage, et lui le pauvre homme romantique qui enfin, voilà, horrible. Et ben là, ça a été le drame, quoi. Enfin, l'Amérique a été inquiète de l'impact de Britney sur les jeunes. Et là, c'était le début de la fin. Elle a été accusée aussi dans dans plusieurs interviews
De base, on lui demandait si elle était vierge ou pas, et dans les interviews par la suite, par rapport à leur rupture, c'était des questions, il paraît que vous lui avez brisé le cœur, et qu'est-ce que vous lui avez fait? Et quand bien même elle l'aurait fait, quand bien même elle aurait brisé le cœur, je veux dire, c'est la relation entre deux personnes, une rupture c'est toujours difficile, et encore une fois, on en revient toujours là, ça regarde personne en fait. Vraiment. Ouais, puis c'est des ados quand même Oui. aussi. Enfin, Ouais. ils étaient jeunes et tout. Jeunes Ouais. adultes, ouais. Ouais, des jeunes. Ouais, non, pas des ados, des jeunes adultes. Ouais. Mhm. Et d'ailleurs, là, ben, on voit aussi le traitement complètement différent. Parce que, donc, Britney, elle peut pas parler de sa sexualité, en fait. Enfin, c'est un monstre truc. Et dans une interview, Justin, et ça, on l'entend dans le documentaire, hein, il est à la radio avec des autres mecs. Je pense que c'est les présentateurs. Puis ils disent « Did you fuck her ?» Donc, littéralement, est-ce que tu l'as baisé? Et puis, Britney, « Oh, yes, I did !» Et ils sont tous en train de se marrer comme des enfoirés. Non, mais, et là, vraiment, tu vois à quel point c'est paradoxal. En fait, Justin, il le dit ça comme ça. Pour lui, c'est une blague, c'est hyper marrant. Tout le monde se fend la gueule avec lui et tout. Et puis Britney, elle, de son côté, c'est un sujet tabou. D'ailleurs, je crois qu'elle a jamais quasiment parlé de sa rupture avec Justin. Enfin, elle a jamais quasiment rien dit. Lui, il a parlé, mais elle... Elle était toujours approchée aussi justement avec cette lentille d'avoir le mauvais rôle en fait. Et vous lui avez brisé le cœur, et qu'est-ce que vous lui avez fait, etc. Et je pense que du coup, avec son expérience qu'elle a eu des médias aussi par rapport à d'autres sujets dans sa vie d'avant, j'imagine qu'elle avait à ce moment-là déjà bien compris que les médias lui voulaient pas du bien. Ouais, c'est ça. Et qu'il fallait juste pas en parler en fait, que quoi qu'elle dise, ça allait aggraver son cœur. De toute façon, elle aurait pas eu raison. Ouais, c'est juste. C'est vrai, exactement. Ouais. Et là, je vais citer juste quelques lignes d'un article qui est paru sur Slate qui parle justement de ça, de ce qui s'est passé. On est dans un registre proche du revenge porn, assure Hélène Breda, donc la femme qui avait été interviewée. L'homme a en sa possession de quoi dévaloriser ou conspuer son ex. Il peut le faire avec une grande visibilité sans que lui soit remis en cause. Cela témoigne aussi du deux poids, deux mesures au sujet de la sexualité. Celle de la femme ne doit pas être assumée alors qu'elle est valorisante pour l'homme. Voilà, c'était le double standard dont tu parlais avant. Donc ça, c'était en 2002. Et en 2021, après que le docu de Britney soit sorti et que les faits sont ressortis et que tout le monde a un peu commencé à gueuler sur Justin, alors il s'est excusé. Hein, on va les mettre, ouais. Ouais, quote unquote, hein. C'est excusé il y a quelques semaines sur Instagram en disant qu'il avait participé à un système qui enfonce les femmes, et il a publié quelques lignes écrites par son service de presse dans les notes de son téléphone, et le gars il pense que c'est réglé. Mais bon, Justin, moi j'ai envie de te dire, rends l'argent. Non, et en plus, ça c'est toi qui me l'as dit, mais il y avait pas un truc où il s'est excusé à Britney, mais aussi à plusieurs autres. C'est à Janet. Ouais, voilà. C'est à Janet Jackson, dans la même phrase. I apologize to both Britney and Janet, something, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont quand même sortis ensemble pendant 4 ans. Le type, elle a même pas le droit. Ouais. Non, puis en plus, ce message d'excuse, il parle que de lui tout du long. Hein. Oui, bah oui. Pardon, Britney et Janet. C'est vraiment ce type d'excuse qui est. Je suis désolée que tu te sois sentie comme ça. C'est ça. Ouais. Mais c'est intéressant comme façon de s'excuser. Non, c'est un gros problème, et c'est aussi un gros problème. Ces agissements sont un gros problème, mais je pense aussi que je reviens toujours là aux médias, en fait, et c'est aussi un gros problème d'à quel point les médias peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait, avec quelqu'un, avec une image, et à quel point le média donne l'impression que Britney est dans le contrôle, qu'elle prend ses propres décisions, qu'elle a la raison de son ascension, mais aussi de son déclin, etc. Alors que pas du tout. Et je pense que s'il faut encore une seule preuve d'à quel point les médias ils peuvent influencer son image, elle avait fait en 2003 une interview avec le GQ British à propos de sa couverture des Rolling Stones en 99. Donc c'est une couverture où c'était le premier article qui avait été titré dans sa tête et dans sa chambre à coucher. Et en fait, elle a une pose qui est relativement lascive. Elle a un petit short
un espèce de crop top, et elle est vraiment... elle est dans son lit d'enfant, mais c'est très sexualisé comme pose. Et donc, je vais vous lire ce qu'elle avait dit à ce propos de cet article. Elle dit « Comment ai-je réalisé que j'étais un sex symbole ?» Probablement à la suite de la couverture du Rolling Stone Magazine par David Lachapelle. Il est venu, le photographe donc, a fait ses photos et m'a complètement piégée. Elles étaient vraiment cool, mais je ne savais pas vraiment ce que j'étais en train de faire. Et pour être tout à fait honnête, j'avais 16 ans à ce moment-là. Je ne savais pas ce que je faisais. J'étais dans ma chambre, je portais un pull et il m'a dit « Ouvre-le un peu plus ». Et il tournait vraiment autour du fait que je jouais encore à la poupée. Mon esprit naïf pensait que j'allais montrer cet aspect. En y repensant aujourd'hui, je me dis « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et c'est vraiment... C'est horrible. Ça, je trouve que c'est un bon résumé en fait du fait qu'elle n'était pas dans le contrôle, du fait qu'elle a été utilisée par les hommes, c'est ce que tu disais il y a quelques minutes, qui est extrêmement juste. Et puis du fait voilà, qu'on prend une gamine de 16 ans. Alors voilà, David Lachapelle, c'est pas un photographe qui a une réputation et un passé extrêmement clean non plus, hein, je veux dire, c'est pas un saint. Mais en fait, on prend cette fille, cette marionnette, et on la tord dans tous les sens, on la plie, on lui fait faire des choses, on lui fait dire des choses qui sont pas forcément ce qu'elle pense, qui sont pas forcément ce qu'elle est. Et ensuite, on imprime ça sur du papier glacé, et ça part en impression, et c'est fini, en fait. Et du moment où c'est dans la presse, du moment où on le lit, ben c'est parole d'évangile, en fait. Et c'est là-dessus qu'on base nos jugements, c'est là-dessus qu'on base nos impressions de cette personne. Et je pense que c'est super important, en fait, de se rappeler de cette phrase. Quand toi, moi, les personnes qui nous écoutent, on émet un jugement de valeur sur la personnalité ou sur le corps de quelqu'un, spécialement si c'est une femme, mais ça va pour tous les sexes. Mais quand on regarde une couverture de magazine ou un article de journal ou quelque chose dans la presse, la photo sur laquelle vous êtes en train de vous arrêter, la photo sur laquelle vous êtes en train de porter un jugement, cette femme sur cette photo, on lui a sûrement fait enfiler un vêtement hyper inconfortable, on lui aura demandé de prendre une pose improbable, tout ça pour lui photoshopper les rides, les seins, les coudes, les mollets, l'arrière des genoux. Pas de mention inutile à rayer, finalement, on aura tout qui sera photoshopé. Et ça, c'est vraiment le meilleur des cas, en fait. Exactement. Et ben c'est une très bonne transition, parce que le pire des cas, on va le décortiquer dans le prochain épisode, où on va parler justement du traitement médiatique des femmes dans la presse. Voilà. Cool. Enfin cool, non pas cool, mais... Non, bah merci, c'était intéressant. Ouais. Et à la semaine prochaine. Ouais, on espère que ça vous a plu, en tout cas. Dites-nous ce que vous en avez pensé sur Instagram. Et puis, voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir.